Dans le dernier épisode, nous avons établi que la Révolution tranquille a été un point tournant dans l'histoire du Québec, avec plusieurs réformes faites par le gouvernement au niveau de l'éducation, de l'économie et de la culture. Celles-ci ont été en grande partie la raison pour laquelle on a observé une montée de la fierté et du nationalisme québécois. Les mouvements indépendantistes ont également émergé. On peut penser au Rassemblement national pour l'indépendance de Pierre Bourgault, fondé en 1960, ou encore au Parti québécois, fondé en 1968 par l'ex-ministre libéral René Lévesque. Cependant, le mouvement indépendantiste propulsé par la Révolution tranquille au Québec a aussi eu ses dérivés idéologiques plus extrêmes et violents. C'est le cas du Front de libération du Québec, organisation terroriste revendiquant l'indépendance du Québec, créée en 1963 par Raymond Villeneuve, Gabriel Hudon et George Shouters. Le groupe est motivé par une idée de destruction du colonialisme canadien-anglais, considérant que ce dernier opprime depuis la conquête le peuple québécois. Pour promouvoir la libération du Québec, plusieurs moyens ont été employés par l'organisation selon plusieurs cellules. Chacune jouait un rôle particulier, certaines étant définies par des actions violentes et d'autres étant chargées des communications entre les cellules et vers la population. Le point culminant des actions du FLQ était lors du mois d'octobre 1970, d'où le nom de la fameuse crise d'octobre. Le 5 octobre, le diplomate britannique James Richard Cross est enlevé par la cellule libération du Front de libération du Québec. Le fait d'enlever un diplomate britannique est très symbolique en sachant que le FLQ tente de libérer le peuple québécois de l'emprise coloniale anglophone. L'organisation terroriste propose de libérer M. Cross en échange de 7 conditions, comme par exemple la diffusion d'un manifeste à la télévision et la mise à disposition d'un avion en vue d'un transfert en toute sécurité vers Cuba ou vers l'Algérie. Ce sont les deux seules requêtes qui ont été acceptées finalement par le gouvernement. Le 10 octobre, c'est au tour du ministre du Travail et de l'Immigration, Pierre Laporte, d'être enlevé, cette fois-ci par la cellule Chénier. Quelques jours après, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau annonce l'utilisation de la loi sur les mesures de guerre, qui ne fait pas du tout l'unanimité au Canada et encore moins au Québec. Des personnalités publiques comme Tommy Douglas, Claude Ryan et René Lévesque s'opposent vivement à cette mesure, qu'ils qualifient d'excessive dans les circonstances. Le 17 octobre, c'est la consternation au Québec. Pierre Laporte est retrouvé mort dans le coffre d'une voiture à Saint-Hubert. C'est à partir de ce moment que le Front de libération du Québec perd de son élan. Son appui du public est en forte diminution et les efforts des autorités pour arrêter les membres de l'organisation ont redoublé. Le 28 décembre 1970, Paul et Jacques Rose ainsi que Francis Simard, tous membres de la cellule Chénier, sont arrêtés, ce qui marque ultimement la fin de la crise d'octobre. Cependant, celle-ci reste encore aujourd'hui bien ancrée dans l'imaginaire collectif des Québécois. La crise d'octobre et le FLQ ont cependant contribué à la montée en popularité du Parti québécois, organisation politique souverainiste fondée en 1968 par René Lévesque et élue au pouvoir en 1976. Le premier mandat du PQ a été très chargé. C'est pendant celui-ci que la Charte de langue française, plus communément appelée Loi 101, a été introduite au Québec en 1977. Elle fait du français la langue officielle du gouvernement du Québec et de la société québécoise. L'enseignement en français devient obligatoire pour les immigrants et immigrantes. C'est le cas même pour ceux et celles en provenance d'autres provinces canadiennes. Cette loi, toujours en vigueur aujourd'hui, répond à un besoin de protection de la langue française face à une hégémonie anglophone entourant le Québec, ainsi qu'à un besoin pour les francophones de contrôler la politique et l'économie du Québec. La loi 101 n'a pas été le seul coup d'éclat du gouvernement de René Lévesque durant son premier mandat. En effet, il a également tenu un référendum sur le projet Souveraineté Association, qui consiste à ce que le Québec ait le contrôle de ses propres lois, de ses affaires extérieures et de percevoir ses impôts, et ce, sans entrave possible du Canada, tout en maintenant une association économique avec ce pays. Finalement, le résultat a été que le camp du oui s'est avoué défait avec seulement 40% des votes, dont 50% d'appui chez les francophones. Cependant, nous verrons plus tard que ce n'est que partie remise pour le projet innovateur et protecteur pour le peuple québécois. Quelques années après le premier référendum, toujours sous le règne de René Lévesque et du Parti québécois, le Québec a été la victime d'une grande injustice dans des négociations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. En effet, Pierre Elliott Trudeau, premier ministre canadien à l'époque, avait promis de prendre des mesures afin de rapatrier la Constitution canadienne, c'est-à-dire de la renouveler. Au début du mois de novembre 1981, des négociations sont entreprises à Ottawa entre le fédéral et ses provinces afin de conclure une entente sur les termes du renouvellement de la Constitution. À la fin du troisième jour des négociations, le ministre de la Justice Jean Chrétien rencontre les procureurs généraux de la Saskatchewan et de l'Ontario dans une cuisine inutilisée. Là, les trois hommes rédigent ce que l'on a appelé l'accord de la cuisine, contribuant ainsi à combler le fossé entre Ottawa et les autres provinces en termes de négociations.
Le ministre de la Justice fédérale, Jean Chrétien, accepte un compromis sous la forme de l'inclusion d'une clause dérogatoire qui permettra au gouvernement d'exempter leurs lois de certains droits de la Charte. Cette clause est absolument essentielle pour obtenir le consentement des provinces dans le cadre d'un accord général. Tous les premiers ministres des provinces sont informés plus tard dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981 sur les termes de cet accord, excepté le premier ministre du Québec, René Lévesque. Ce n'est qu'au dernier jour des négociations qu'on lui présente un dossier complet. Le premier ministre québécois se sent trahi par l'épisode, surnommé au Québec la nuit des longs couteaux. La Constitution est finalement approuvée par le Parlement britannique et est signée par la reine Élisabeth II, d'où le nom de rapatriement de la Constitution. Ces événements alimenteront beaucoup de mouvements séparatistes au Québec dans les années à venir, la province étant la seule encore aujourd'hui à ne pas avoir signé la Constitution. Notons aussi l'échec de l'accord du lac Meech en 1990, qui est le refus de deux provinces, donc du Manitoba et de Terre-Neuve, d'allouer plus de pouvoir au Québec et de le reconnaître comme une nation distincte qui contribue fortement à l'indépendantisme québécois. Le mouvement a repris beaucoup d'ampleur avec la création du Bloc québécois en 1991, parti politique fédéral faisant la promotion des intérêts du Québec et de sa souveraineté au Parlement canadien. En 1993, le parti remporte 54 sièges, faisant de lui l'opposition officielle à la Chambre des communes du Canada. Cela améliore beaucoup la notoriété du parti, qui jouera un très grand rôle dans la deuxième campagne référendaire de 1995, lancée par Jacques Parizeau et le Parti québécois. L'espoir du PQ et du Bloc de faire un pays est basé sur une volonté d'autodétermination, d'avoir tous les pouvoirs et de mieux protéger la langue française. En effet, le Bloc québécois de Lucien Bouchard réussit à convaincre le Parti québécois de préciser dans la question référendaire qu'une offre de partenariat serait présentée au reste du Canada. Cette précision dans la question référendaire et le partenariat entre le Bloc et le Parti québécois ravivèrent le camp du oui, à un tel point que le 30 octobre 1995, lors de la tenue du référendum, le camp du oui a dû s'avouer vaincu par une mince minorité de 49,42% des voix contre 50,58% des voix pour le camp du non. Certaines personnes parlent encore aujourd'hui d'un référendum volé en s'appuyant sur la hausse anormale de citoyenneté octroyée aux nouveaux arrivants, donc en leur permettant de voter, et ce, ayant seulement au mois d'octobre 1995 augmenté de 440% comparativement au mois d'octobre 1993. Le projet souverainiste ayant échoué à 2 reprises, les revendications des francophones au Québec n'auront jamais pu jusqu'à maintenant être comblées à 100%. Rappelons que le Québec, en étant sous la tutelle du Canada, ne peut pas se gérer lui-même à 100%. On le voit même dans l'actualité, où le gouvernement fédéral souhaite contester des lois utilisant la clause dérogatoire comme la loi 21 sur la laïcité au Québec. Malgré plusieurs lois adoptées pour protéger le français au Québec, par exemple la loi 63 sur la promotion du français, la loi 101, la loi 22 sur la langue officielle et la récente loi 96 renforçant encore plus la loi 101, le français est toujours en déclin au Québec. De 1991 à 2021, le français comme langue maternelle est passé de 82% à 74,7%. Le français comme langue d'usage à la maison est quant à lui passé de 82,3% à 77,5% en 30 ans. Même si on a l'impression que ce déclin est minime, il reste non négligeable, surtout compte tenu de l'ensemble des mesures servant à protéger notre langue. Le peuple du Québec s'est battu pendant plus de 250 ans pour faire reconnaître ses droits, dont la préservation de notre langue au sein d'une hégémonie anglophone. Je vous laisse en poser une petite réflexion. Comment mieux protéger le français et jusqu'où devons-nous aller pour le faire?